Mansfield Park, partie 11, chapitre 7 de la partie 3. La nouveauté du voyage et le bonheur d'être avec William produisirent rapidement leur effet sur les idées de Fanny quand ils eurent quitté Mansfield Park. Et lorsque la première étape fut parcourue et qu'ils durent quitter le coupé de Sir Thomas, elle était capable de prendre congé du vieux cocher et le renvoya avec d'aimables et gais messages. Il n'y eut pas de fin à la joyeuse conversation du frère et de la sœur. Tout amusait William, et dans les intervalles de leurs entretiens sérieux, il était plein de fantaisie et de joie folle. Tous leurs entretiens roulaient sur les qualités du Thrush, sur les occupations futures de Fanny, un projet de manœuvre à bord d'une unité supérieure, en supposant le départ du premier lieutenant, et William n'était pas très tendre pour le premier lieutenant. Lui faisait franchir l'échelon suivant le plus vite possible. Spéculation sur la part de prise qui serait généreusement distribuée à la maison, avec la seule condition de rendre suffisamment confortable le petit cottage dans lequel lui et Fanny passeraient ensemble toute leur vie. Les préoccupations immédiates de Fanny, en ce qu'elle concernait mademoiselle Crawford, ne furent pas effleurées dans leur conversation. William savait ce qui s'était passé et, de tout son cœur, regrettait que les sentiments de sa sœur fussent si froids envers un homme qu'il considérait comme le premier des hommes de caractère. Mais il était d'âge à être tout amour, et par cela même incapable de blâmer, et connaissant son vœu à ce sujet, il ne voulait pas l'affliger par la plus petite allusion. Elle avait raison de supposer que M. Crawford ne l'avait pas encore oublié. Elle avait fréquemment reçu des nouvelles de sa sœur, durant les 3 semaines écoulées depuis leur séjour à Mansfield, et dans chaque lettre, elle avait trouvé quelques lignes de lui-même, aussi chaleureuses et décidées que ses discours. Fanny trouvait cette correspondance aussi déplaisante qu'elle l'avait craint. Le style des lettres de mademoiselle Crawford, gai et affectueux, la désespérait. Indépendamment de ce qu'elle était forcée de lire de la plume du frère, car Edmond n'avait de cesse qu'elle lui eût lu l'essentiel de la lettre, et alors elle avait à écouter ses cris d'admiration pour son style et la chaleur de son affection. Il y avait, en fait, tant de messages, tant d'allusions ou de souvenirs se rattachant à Mansfield dans chaque lettre, que Fanny pouvait à peine les supporter. Se trouver elle-même entraînée dans pareille aventure, contrainte à une correspondance qui lui apportait les éloges de l'homme qu'elle n'aimait pas, et l'obligeant à favoriser la passion de l'homme qu'elle aimait, était actuellement mortifiant. En ceci, pourtant, son déplacement actuel l'avantageait. Ne restant plus sous le même toit qu'Edmond, elle espérait que mademoiselle Crawford n'aurait plus de motif d'écrire, et qu'à Portsmouth, leur correspondance se réduirait à rien. Avec de telles pensées, parmi cent autres, Fanny poursuivait son voyage, tranquille et joyeuse, et aussi rapidement qu'on pouvait l'espérer, en ce mauvais mois de février. Ils arrivèrent à Oxford, mais ne jetèrent qu'un coup d'œil rapide au collège d'Edmond, quand ils passèrent devant, et ne s'arrêtèrent qu'en atteignant Newbury, où un repas copieux, réunissant le dîner et le souper, termina les agréments et les fatigues du jour. Le matin suivant, ils repartirent à la première heure, et sans incident ni délai, avancèrent régulièrement pour être aux environs de Portsmouth alors qu'il faisait encore jour, ce qui permit à Fanny de regarder autour d'elle et de s'étonner à la vue des nouvelles constructions. Ils passèrent le Dow Bridge et entrèrent en ville. La lumière commençait à décliner, lorsque, guidés par la voix puissante de William, ils tournèrent dans une rue étroite, venant de High Street, et s'arrêtèrent devant la porte d'une petite maison maintenant habitée par M. Price. Fanny était tout agitée et vibrante, tout espoir et appréhension. Au moment où ils s'arrêtèrent, une servante malpropre les attendant en souriant sur le seuil s'avança et, plus disposée à raconter les nouvelles qu'à les aider le moins du monde, commença immédiatement par « Le Thrush est sorti du port, s'il vous plaît, monsieur, et l'un des officiers est venu ici pour… »
Elle fut interrompue par un gamin élancé de 11 ans qui, bondissant hors de la maison, repoussa la servante de côté et tandis que William ouvrait la portière, cria « Vous arrivez juste à temps. Nous vous guettons depuis une demi-heure. Le Frush est sorti du port ce matin. Je l'ai vu. C'était un beau spectacle. Il pense qu'il recevra ses ordres dans un jour ou deux. Monsieur Campbell était ici à 4 heures et vous a demandé. Il avait obtenu un des canaux du Frush et il est parti à 6 heures. Il espérait que vous seriez ici à temps pour l'accompagner. » Un regard ou deux à Fanny, que William aidait à descendre de voiture, fut toute l'attention que lui accorda ce frère retrouvé. Il ne s'opposa, toutefois, pas à ce qu'elle l'embrassât, bien qu'encore tout occupé à donner des détails les plus particuliers sur la sortie du port du Frush. Il portait à celui-ci un intérêt marqué, comme s'il allait commencer sa carrière de marin, à son bord, à l'instant même. L'instant suivant, Fanny se trouvait dans l'étroit corridor de la maison et dans les bras de sa mère. Celle-ci la reçut avec toutes les marques d'une vraie tendresse et lui offrit un visage d'autant plus aimable que Fanny y retrouvait les traits de sa tante Bertram. Et voici ses deux sœurs, Suzanne, une jolie fille de 14 ans bien plantée, et Betsy, la plus jeune de la famille, d'environ 5 ans. Toutes deux se montrèrent heureuses de la voir sans se livrer toutefois à des démonstrations excessives. Mais Fanny ne demandait pas qu'on fît des manières. Du moment qu'on l'aimait, elle se trouvait satisfaite. Elle fut, alors, introduite dans un salon si petit que sa première idée fut que ce n'était qu'une antichambre, et elle s'arrêta un moment, s'attendant à être invitée à aller plus avant. Mais quand elle vit qu'il n'y avait pas d'autre porte et que la pièce présentait tous les signes d'une occupation récente, elle reprit ses sens et se rabroua elle-même. Sa mère, toutefois, ne pouvait pas rester assez longtemps pour suspecter quoi que ce fût. Elle était allée de nouveau vers la porte d'entrée pour accueillir William. « Oh, mon cher William, comme je suis contente de vous voir. Mais dites, avez-vous entendu la nouvelle au sujet du Frush ? Il a déjà quitté le port, 3 jours avant que nous nous y attendions. Et je ne sais pas ce que je vais faire pour les effets de Sam. Ils ne seront jamais prêts à temps, parce que le bateau pourrait avoir des ordres, peut-être déjà pour demain. Cela me prend à l'improviste. Et maintenant, vous devez aussi vous rendre à Spithead. Campbell a été ici. Il était bien ennuyé pour vous. Et maintenant, qu'allez-vous faire ? Je comptais passer une si agréable soirée avec vous, et voilà que je me sens débordée. » Son fils lui répondit gaiement, disant que tout était pour le mieux, passant légèrement sur l'ennui de devoir partir si vite et si précipitamment. « Sûrement, j'aurais préféré qu'il reste au port. J'eusse pu passer quelques heures agréablement avec vous. Mais comme il y a une embarcation à terre, il vaut mieux que je m'en aille tout de suite. Il n'y a rien d'autre à faire. » « De quel côté le Frush est-il à l'ancre à Spithead ? Près de Canopus ? Mais peu importe. Voilà Fanny au parloir, et qu'avons-nous à rester dans le vestibule ? Venez, mère, vous avez à peine regardé votre propre et chère Fanny. » Tous deux entrèrent, et Madame Price, ayant gentiment embrassé de nouveau sa fille et fait quelques remarques sur sa taille, commença avec une sollicitude toute naturelle à s'intéresser à leurs fatigues et aux besoins des voyageurs. « Pauvre chérie, comme vous devez être fatigués, tous les deux. Et maintenant, que désirez-vous ? Je commençais à croire que vous ne viendriez plus. Betsy et moi, nous avons attendu toute une demi-heure. Et quand avez-vous eu quelque chose à manger ? Et que voudriez-vous maintenant ? Peut-être aimeriez-vous avoir un peu de viande, ou seulement du thé, après votre voyage ? Ou sinon, je vous aurais préparé quelque chose. Et maintenant, je crains que Campbell n'arrive ici avant qu'on ait eu le temps de préparer une tranche de viande, et nous n'avons pas de boucher dans le voisinage. C'est très ennuyeux de n'avoir pas de boucher dans la rue. Nous étions mieux lotis dans notre dernière maison. Peut-être seriez-vous content d'avoir du thé, aussitôt qu'il pourra être prêt. » Tous deux déclarèrent qu'ils préféreraient le thé à toute autre chose. « Alors, Betsy, ma chère, cours à la cuisine et vois si Rebecca a mis l'eau à bouillir. Et dis-lui d'apporter tout pour le thé aussitôt que possible. Je voudrais que la sonnette soit réparée, mais Betsy est une très habile petite messagère. » Betsy s'en fut avec célérité,
fier de montrer ses capacités à sa nouvelle sœur, si élégante. « Doux ciel !» continua sa mère, préoccupée. « Quel mauvais feu nous avons ! Et j'oserais dire que vous êtes tous deux transis de froid. Approchez votre chaise, mes chéris. Je ne sais pas où Rebecca a eu la tête. Je suis sûre de lui avoir dit d'apporter du charbon. Il y a une demi-heure déjà. Suzanne, vous auriez dû prendre soin du feu. »« J'étais en haut, maman, occupée à déménager mes effets, » dit Suzanne, sur la défensive et d'un ton décidé qui surprit Fanny. « Vous savez, vous venez justement de décider que ma sœur Fanny et moi occuperions l'autre chambre, et je ne suis pas parvenue à me faire aider, tant soit peu, par Rebecca. » De nouvelles discussions furent prévenues par divers remue-ménages. D'abord le cocher va réclamer son dû, alors il y eut une dispute entre Sam et Rebecca sur sa façon de monter le coffre de sa sœur, que Sam voulait manipuler à son gré. Et finalement, M. Price lui-même fit son entrée, précédé de sa voix sonore, et avec une espèce de juron, il repoussa du pied la valise de son fils et le carton de sa fille dans le vestibule, et réclama une bougie. Aucune bougie ne fut cependant apportée, et il entra dans la pièce. Fanny, avec des sentiments plutôt incertains, s'était levée pour lui serrer la main, mais elle se laissa choir de nouveau, ne se voyant même pas remarquée dans la pénombre. Avec une poignée amicale, il serra la main de son fils, et d'un ton vif, il commença aussitôt. « Ah, la bienvenue, mon fils. Heureux de vous voir. Avez-vous entendu la nouvelle ? Le Thrush a quitté le port ce matin. La nouvelle est prompte, voyez-vous. Pardieu, vous êtes là, tout juste à temps. Le docteur est venu ici s'informer de vous. Il a une des embarcations et doit partir pour Spithead à 6 heures. Ainsi, vous feriez mieux de l'accompagner. J'ai été chez Turner pour votre pension. Tout est en voie d'arrangement. Je ne m'étonnerais pas que vous receviez vos ordres demain. Mais vous ne pouvez pas naviguer avec ce vent si votre direction est vers l'ouest, et le capitaine Walsh pense que votre course est certainement vers l'ouest, avec l'Elephant. Pardé, je souhaite que cela soit. Mais le vieux Cholet disait à l'instant même qu'il croyait que vous seriez d'abord envoyé sur le Texel. Bien, nous sommes prêts, quoi qu'il arrive. Mais, par Dieu, vous avez manqué une belle scène en n'étant pas ici ce matin pour voir sortir le Thrush du port. Je n'aurais pas voulu la manquer pour 1000 livres. Le vieux Cholet a couru à l'heure du déjeuner pour dire que le bâtiment avait quitté ses amarres et qu'il sortait. Je me levai d'un bond et ne fis que 2 pas jusqu'à la plate-forme. Si jamais il y eut une beauté flottante, c'en était une. Et le voilà à l'ancre à Spithead, et tout le monde en Angleterre le prendrait pour un 28. J'étais sur la plate-forme cet après-midi pour le regarder. Il est bord à bord avec l'Endymion, entre ce dernier et le Cléopâtre, précisément à l'est du ponton. « Ah !» s'écria William, « c'est là que je l'aurais mené moi-même. C'est le meilleur mouillage à Spithead. »« Mais voici ma sœur, monsieur. Ici est Fanny, » dit-il en se tournant et la menant en avant. « Il fait si obscur que vous ne la voyez pas. » Et, reconnaissant qu'il l'avait entièrement oublié, M. Price reçut sa fille, et l'ayant étreinte cordialement et observé qu'elle était devenue une femme et qu'elle voudrait avoir bientôt un époux, sembla bien enclin à vouloir l'oublier de nouveau. Fanny retomba sur son siège avec des sentiments douloureusement blessés par son langage et son odeur d'alcool. Et il continua à ne parler qu'avec son fils et seulement à propos du Thrush, quoique William, tout intéressé qu'il était par ce sujet, eût à diverses reprises essayé de faire penser son père à Fanny, à sa longue absence et à son long voyage. Et tandis qu'ils restèrent assis encore quelque temps, on finit par apporter une bougie. Mais comme il n'y avait même pas encore de thé à boire, ni, d'après les rapports de Betsy, dans la cuisine, beaucoup d'espoir d'en avoir avant un laps de temps considérable, William se décida à aller changer de costume et à faire les préparatifs nécessaires pour se rendre directement à bord, de façon à pouvoir prendre le thé après, à son aise. Comme il quittait la chambre, 2 garçons à la figure rose, loqueteux et sales, âgés de 8 à 9 ans, y firent irruption, fraîchement relâchés de l'école, et venant, pleins d'ardeur,
pour voir leur sœur et dire que le Thrush avait quitté le port. Tom et Charles était né depuis le départ de Fanny, mais elle avait souvent aidé à soigner Tom et elle sentait un plaisir particulier à le revoir. Tous deux furent embrassés très tendrement, mais elle désira garder Tom près d'elle pour tâcher de reconnaître les traits du bébé qu'elle avait aimé et à qui elle avait parlé de la préférence enfantine qu'il éprouvait pour elle. Tom, cependant, n'avait aucune disposition d'esprit pour un pareil traitement. Il ne venait pas à la maison pour rester debout et s'entendre parler, mais pour courir et faire du bruit. Et les deux garçons eurent vite fait de s'arracher à elle et claquèrent la porte du parloir si fort que ses tempes lui firent mal. Elle avait vu maintenant tous ceux qui étaient à la maison. Il ne restait plus que 2 frères, entre elle et Suzanne, dont l'un était employé de l'État à Londres et l'autre enseigne de vaisseau sur un navire faisant le commerce avec les Indes. Mais quoiqu'elle eût vu tous les membres de la famille, elle n'avait pas encore entendu tout le bruit qu'ils pouvaient faire. Un nouveau quart d'heure lui en fit connaître pas mal de plus. William appela bientôt sa mère et Rebecca du palier du second étage. Il était embarrassé parce qu'il ne retrouvait pas une chose qu'il avait laissée là. Une clé avait été déplacée. Betsy accusée d'avoir touché à son nouvel uniforme et quelques simples mais essentielles retouches qu'on avait promis de faire au gilet de son uniforme avaient été complètement oubliées. Madame Price, Rebecca et Betsy, toutes montèrent pour se défendre. Toutes parlèrent en même temps, mais Rebecca plus fort que les autres, et il fallut tout faire, cependant aussi bien que possible et en grande hâte. William essayant en vain de faire descendre Betsy ou de l'empêcher d'être importune où elle l'était. Et le tout, comme presque chaque porte dans la maison était ouverte, pouvait être entendu clairement dans le parloir, sauf quand, par intervalles, le grand tumulte de Sam, Tom et Charles, se donnant mutuellement la chasse dans l'escalier, se culbutant et criant, étouffait tous les autres bruits. Fanny était presque étourdie. L'exiguïté de la maison, le peu d'épaisseur des murs rendait chaque bruit si proche d'elle qu'ajouté à la fatigue du voyage et à toute sa récente agitation, elle savait difficilement les supporter. Dans la pièce même, il faisait assez tranquille, car Suzanne ayant disparu avec les autres, il ne resta bientôt plus que son père et elle. Et, lui tirant de sa poche un journal, emprunt coutumier fait à un voisin, s'appliquait à l'étudier sans sembler même se souvenir de l'existence de sa fille. La bougie solitaire était tenue entre le papier et lui sans le moindre souci pour son éventuelle commodité à elle. Mais elle n'avait rien à faire et était contente d'avoir un écran entre la lumière et sa tête endolorie, tandis qu'elle était plongée dans une contemplation déconcertante, interrompue et affligeante. Elle était à la maison. Mais, hélas, ce n'était pas une maison telle, ni une réception telle qu'elle n'espérait. Elle se réprimanda elle-même. Elle était déraisonnable. Quel droit avait-elle aux égards de sa famille ? Elle ne pouvait pas en avoir après avoir été si longtemps perdue de vue. Les préoccupations pour William devaient être les plus chères. Elle l'avait toujours été. Et il y avait absolument droit. Quand même, avoir pu dire si peu d'elle et avoir été si peu interrogée sur elle-même, qu'on ne se fût même pas intéressé à elle après Mansfield, cela lui fit de la peine d'avoir oublié Mansfield, les amis qui avaient tant fait, les chers amis. Mais ici un sujet dominait tous les autres. Peut-être cela devait-il être ainsi. La destination du Thrush devait être d'un intérêt prédominant pour le moment. Un jour ou deux ferait voir la différence. Elle seule était à blâmer. Encore qu'elle crût qu'à Mansfield ce n'eût pas été ainsi. Non, dans la maison de son oncle, il y aurait eu une distinction de temps et de saison, un ordre de choses, des convenances, des égards envers chacun, et qui faisait défaut ici. La seule interruption que de pareilles pensées reçurent pendant une demi-heure fut provoquée par un éclat subit de son père, et pas du tout calculé pour les apaiser. À un vacarme impossible de coups et de cris dans le vestibule, il s'écria « Le diable emporte ces jeunes chiens ! Comme il crie ! Et la voix de Sam plus fort que toutes les autres ! Ce garçon a des dispositions pour devenir maître d'équipage. Oh là !
Toi, Sam, arrête ton maudit sifflet, ou je vais t'attraper. Cette menace eut si peu d'effet que, bien que les 3 garçons fissent irruption ensemble dans la pièce, Fanny ne put y voir d'autre preuve que celle de leur épuisement, ce que leurs faces brûlantes et leur respiration haletante semblaient confirmer, d'autant plus qu'ils continuaient à se donner des coups de pied ou à avoir des éclats de voix soudains sous les yeux même de leur père. Quand la porte s'ouvrit de nouveau, ce fut pour quelque chose de plus agréable. C'était le service à thé, qu'elle avait commencé à désespérer de voir encore ce soir. Suzanne et une servante, dont l'apparence humble informa Fanny, à sa grande surprise, qu'elle avait vu auparavant la servante principale, apportèrent tout le nécessaire pour le repas. Suzanne, en mettant la bouilloire sur le feu, jeta un coup d'œil sur sa sœur, comme si elle était hésitante entre le sentiment agréable et triomphant de montrer son activité et son utilité, et la crainte de se voir déconsidérée pour une telle besogne. Elle avait été à la cuisine, expliqua-t-elle, pour talonner Sally et aider à faire les rôtis et beurrer le pain. Sinon, elle ne savait pas quand ils auraient eu le thé. Et elle était sûre que sa sœur devait désirer quelque chose après ce voyage. Fanny était très reconnaissante. Elle devait bien avouer qu'elle serait contente de boire le thé, et Suzanne s'employa aussitôt à le préparer, comme si elle était contente de s'affairer toute seule. Et seulement, avec un peu trop de hâte et quelques essais irréfléchis de maintenir ses frères en meilleur ordre qu'elle ne le pouvait, elle s'acquitta très bien de sa tâche. L'esprit de Fanny fut aussi vite reposé que son corps. Sa tête et son cœur se sentirent bien vite mieux devant une gentillesse si bien à propos. Suzanne avait un aspect ouvert et sensé. Elle était comme William, et Fanny espérait rencontrer chez elle la même bienveillance envers elle que chez lui. Dans cette atmosphère calmée, William refit son entrée, suivi de peu par sa mère et par Betsy. Lui, dans son uniforme de lieutenant, semblait plus haut de stature, plus solide et plus élégant, et avec le sourire le plus heureux sur son visage, il alla droit à Fanny, qui, se levant de son siège, le regarda un instant avec une admiration muette, et puis jeta ses bras autour de son cou pour donner libre cours à ses sanglots et se décharger ainsi de ses diverses émotions de peine et de plaisir. Ne voulant pas paraître malheureuse, elle se ressaisit aussitôt, et séchant ses larmes, fut capable d'observer et d'admirer toutes les parties remarquables de son uniforme, en l'écoutant, avec un esprit qui reprenait courage, exprimer son espoir réconfortant d'être à terre un bon moment chaque jour avant de mettre à la voile, et même de la mener à Spithead voir le sloop. Le prochain remue-ménage amena M. Campbell, le médecin de bord du Frush, un jeune homme de très bonne tenue, qui venait chercher son ami et à qui l'on put, par quelque combinaison, trouver une chaise et, grâce à un lavage rapide par la jeune serveuse de thé, une tasse et une soucoupe. Et après un quart d'heure de conversation sérieuse entre les messieurs, au milieu du bruit et du dérangement, hommes et garçons tous ensemble affairés, le moment vint de s'en aller. Tout était prêt, William prit congé, et tous s'en furent, car les 3 garçons, malgré les prières de leur mère, décidèrent d'accompagner leur frère et M. Campbell jusqu'à la poterne, et M. Price partit en même temps pour rapporter le journal de son voisin. Maintenant, on pouvait espérer un peu de tranquillité, et en effet, quand Rebecca eut été chargée de débarrasser le service à thé, et que Madame Price eut parcouru un temps la chambre à la recherche d'une manche de chemise, que Betsy découvrit enfin dans un tiroir à la cuisine, la petite troupe de femmes fut enfin apaisée passablement, et la mère s'étant lamentée de nouveau sur l'impossibilité d'avoir eu le temps de préparer les affaires de Sam, avait le loisir de songer à sa fille aînée et aux amis de chez qui elle venait. Quelques questions furent posées, mais une des toutes premières. Comment sa sœur Bertram s'arrangeait-elle avec les servantes? Était-elle aussi empoisonnée qu'elle pour trouver des domestiques convenables? Et ainsi ses idées eurent au fait de quitter le Northamptonshire pour se fixer sur ses propres difficultés domestiques et le caractère impossible de toutes les servantes de Portsmouth, dont elle croyait que les 2 siennes fussent les pires, absorba toutes ses pensées.
Les Bertram furent totalement oubliés, en détaillant les fautes de Rebecca contre qui Suzanne avait aussi beaucoup à témoigner, et la petite Betsy encore bien plus, et qui semblait être si peu recommandable que Fanny ne put pas se défendre de penser modestement que sa mère allait la renvoyer avant que son terme d'1 an ne fût achevé. « 1 an !» s'écria madame Price. « Je suis bien sûre, je l'espère, que je serai débarrassée d'elle avant qu'elle ne soit restée 1 an. Cela nous reporterait à novembre. Les servantes en sont arrivées à un tel point, ma chère, à Portsmouth, que c'est un vrai miracle, si quelqu'un les tient plus d'une demi-année. Je n'ai aucun espoir d'être jamais satisfaite. Et si j'avais à me séparer de Rebecca, ce ne serait que pour avoir quelque chose de pis. Et encore, je ne crois pas que je sois une maîtresse très difficile à contenter. Et je suis sûre que la place est très facile, car il y a toujours une de mes filles avec elle, et je fais souvent moi-même la moitié de la besogne. » Fanny était silencieuse, mais non pas d'être convaincue que quelque remède ne pût pas être trouvé à quelques-uns de ces mots. En regardant Betsy, elle ne pouvait pas s'empêcher de penser particulièrement à une autre sœur, une très jolie petite fille, qu'elle avait quittée là, pas beaucoup plus jeune au moment où elle était partie pour le Northamptonshire, et qui était morte quelques années plus tard. Il y avait eu quelque chose de particulièrement aimable en elle. Fanny, dans ses jours anciens, l'avait préférée à Suzanne, et quand la nouvelle de sa mort eut enfin atteint Mansfield, elle en avait été un moment fort affligée. La vue de Betsy lui rappela l'image de la petite Marie, et pour rien au monde elle n'aurait voulu peiner sa mère en faisant allusion à elle. En regardant Betsy avec ses idées, celle-ci, à une courte distance, montrait une chose pour attirer son attention et tâchait en même temps à la soustraire au regard de Suzanne. « Qu'avez-vous là, mon amour ?» dit Fanny. « Venez et montrez-le-moi. » C'était un canif en argent. Suzanne se dressa, le réclama comme le sien et essaya de l'arracher. Mais l'enfant courut se mettre sous la protection de sa mère, et Suzanne ne put qu'éclater en reproches dans l'espoir évident de gagner Fanny à sa cause. Il était inadmissible qu'elle ne pût avoir son propre canif, car c'était son propre canif. Sa petite sœur Marie le lui avait donné sur son lit de mort, et on aurait dû depuis longtemps le confier à sa propre garde. Mais maman le tenait et laissait toujours Betsy s'en emparer. Et finalement, Betsy l'abîmerait et le recevrait pour elle, quoique maman lui eût promis que Betsy ne le tiendrait pas en main. Fanny en fut péniblement impressionnée. Son sens du devoir, de l'honneur, de la tendresse, était blessé par les paroles de sa sœur et la réponse de sa mère. « Voyons, Suzanne !» s'écria madame Price d'une voix plaintive. « Voyons, comment pouvez-vous être si méchante ? Vous vous querellez toujours pour ce canif. Je voudrais que vous soyez moins agressive. Pauvre petite Betsy, comme Suzanne est méchante avec vous. Mais vous n'auriez pas dû le prendre, ma chérie, quand je l'ai mis dans le tiroir. Vous savez que je vous ai dit de ne pas le prendre, parce que Suzanne est si butée à ce sujet. Je devrais le cacher de nouveau, Betsy. » La pauvre petite Marie était loin de s'imaginer que ce serait une occasion de discorde quand elle me le donna à garder seulement 2 heures avant sa mort. Pauvre petite âme. Elle pouvait à peine encore se faire entendre, et elle disait si gentiment « Laisse ma sœur Suzanne avoir mon canif, maman, quand je serai morte et enterrée. » Pauvre chère petite, elle y tenait tant, Fanny, qu'elle a voulu qu'il fût dans son lit pendant tout le temps de sa maladie. C'était le cadeau de sa bonne marraine, la vieille madame Maxwell, 6 semaines seulement avant qu'elle mourût. Chère petite douce créature. Enfin, elle a été délivrée de tout mal futur. Ma petite Betsy chérie, vous n'avez pas la chance d'avoir une si bonne marraine. Tante Norris vit trop loin de nous pour penser à d'aussi petites gens que vous. Fanny, en effet, n'avait rien à rapporter de la part de tante Norris, sauf un message pour dire qu'elle espérait que sa filleule était une sage enfant. Il y avait eu à un moment donné un léger murmure dans le salon à Mansfield Park concernant l'envoi d'un livre de prières, mais ensuite le silence s'était fait à ce sujet.
Madame Norris, cependant, était allée à la maison et avait descendu 2 vieux livres de prière de son mari, dans ce but. Mais après réflexion, elle avait mis fin à sa générosité. L'un fut jugé imprimé dans un caractère trop petit pour l'œil d'un enfant, et l'autre trop encombrant à porter. Fanny, fatiguée et encore fatiguée, accepta avec reconnaissance la première invitation à aller au lit, et avant que Betsy eût fini de réclamer l'autorisation de rester levée 1 heure de plus en l'honneur de sa sœur, elle s'était retirée, laissant de nouveau tout dans le bruit et la confusion, les garçons réclamant des rôtis au fromage, le père du rhum et de l'eau, et Rebecca n'étant nulle part où elle devait être. Il n'y avait rien pour la remonter dans cette chambre étroite et pauvrement meublée qu'elle devait partager avec Suzanne. L'exiguïté des places en bas et en haut, en effet, et l'étroitesse du vestibule et de la cage d'escalier l'impressionnèrent au-delà de toute imagination. Elle apprit vite à songer avec respect à son propre petit coin à Mansfield Park, dans cette maison jugée trop petite pour le confort de tous. Chapitre 8. Si Sir Thomas avait pu voir tous les sentiments de sa nièce quand elle écrivit sa première lettre à sa tante, il n'aurait pas désespéré, car quoiqu'une nuit de bon repos, un matin agréable, l'espoir de revoir bientôt William et l'état relativement tranquille de la maison, du fait que Tom et Charles étaient en classe, Sam tout à l'exécution de quelques projets et son père à ses flâneries habituelles, lui permissent de s'exprimer gaiement au sujet de la maison, elle se rendait cependant bien compte, dans son fort intérieur, que plusieurs ombres avaient été supprimées au tableau. S'il avait pu voir seulement la moitié de ce qu'elle ressentait avant la fin de la semaine, il aurait cru M. Crawford sûr d'elle, et il eût été enchanté de sa propre prévoyance. Avant la fin de la semaine, tout ne fut que désappointement. D'abord, William était parti. Le Frush avait reçu ses ordres, le vent avait changé, et il faisait voile moins de 4 jours après avoir atteint Portsmouth. Et pendant ces jours-là, elle ne l'avait vu que 2 fois, quand il était venu à terre en service commandé. Il n'y avait eu ni conversation, ni promenade sur les remparts, ni visite au chantier, ni connaissance faite avec le Frush. Rien du tout de ce qu'ils avaient arrangé ou escompté. Tout lui manquait ici, sauf l'affection de William. Sa dernière pensée, en quittant la maison, était pour elle. Il retourna vers la porte en disant à sa mère : « Prenez soin de Fanny, mère. Elle est délicate et pas habituée à être brusquée comme nous tous. Je vous en adjure, prenez soin de Fanny. » William était parti, et la maison où il l'avait laissée était, Fanny ne pouvait pas se cacher le fait, à tous les points de vue, presque exactement le contraire de ce qu'elle aurait pu souhaiter. C'était le séjour du bruit, du désordre et des inconvenances. Personne n'y était à sa place, rien ne se faisait comme il le fallait. Elle ne pouvait pas respecter ses parents autant qu'elle l'eût espéré. En son père, sa confiance n'avait pas été excessive, mais il était plus insoucieux de sa famille, ses habitudes étaient pires, ses manières plus rudes, qu'elle-même ne s'y fût attendue. Il ne manquait pas de capacité, mais il n'avait aucun intérêt ni aucun savoir en dehors de sa profession. Il ne lisait que les journaux et l'annuaire maritime. Il ne parlait que du chantier, du port de Spithead et du Mother Bank. Il jurait et buvait. Il était sale et grossier. Elle n'avait jamais pu se souvenir de quelque chose qui s'approchât de la tendresse dans ses rapports antérieurs avec elle-même. Il ne lui avait laissé qu'une impression générale d'homme rude et bruyant, et maintenant c'était à peine s'il remarquait sa présence. Encore était-ce pour faire d'elle l'objet d'une plaisanterie grossière. Sa désillusion, en ce qui concernait sa mère, était plus grande. Là, elle avait espéré plus, et n'avait trouvé presque rien. Tous les plans flatteurs de devenir quelque chose qu'elle avait élaborés échouèrent aussitôt. Madame Price n'était pas déplaisante, mais au lieu de gagner la confiance et l'affection de sa fille,
et de lui devenir de plus en plus chère, celle-ci ne trouva jamais en elle plus de gentillesse que celle qu'elle lui avait montrée le jour de son arrivée. L'instinct de la nature était bientôt satisfait, et les affections de madame Price n'avaient pas d'autre source. Son cœur et son temps étaient pleinement remplis. Elle n'avait ni loisir ni tendresse à donner à Fanny. Ses filles n'avaient jamais été grand-chose pour elle. Elle tenait beaucoup à ses fils, surtout à William, mais Betsy était la première de ses filles dont elle eût jamais fait quelque cas. Envers elle, elle était presque inconsidérément indulgente. William était son orgueil, Betsy sa chérie, et John, Richard, Sam, Tom et Charles accaparaient tout le reste de sa sollicitude maternelle, tour à tour ses peines et ses consolations. Ses jours se passaient dans une sorte d'empressement lent, tout était toujours actif sans qu'on avançât, son travail toujours en retard, de quoi elle se plaignait toujours, sans changer de méthode. Elle voulait être économe sans disposition ni régularité, mécontente de ses servantes, mais sans aptitude pour les rendre meilleures, et qu'elle les aidât, les réprimandât ou eût de l'indulgence pour elles, ne parvenant jamais à se faire respecter. Quant à ses deux sœurs, madame Price avait de loin plus de ressemblance avec lady Bertram qu'avec madame Norris. Elle était une économe par nécessité, sans les dispositions de madame Norris et sans un peu de son activité. Son naturel l'inclinait à la facilité et à l'indolence comme chez lady Bertram. Et une telle situation d'opulence et d'oisiveté aurait été beaucoup plus appropriée à ses capacités que les efforts et sacrifices que lui avait valu son imprudent mariage. Elle aurait pu être une aussi bonne dame de qualité que lady Bertram, mais madame Norris eût été une plus respectable mère de 9 enfants avec des revenus réduits. Fanny ne pouvait qu'être sensible à tout cela. Elle avait beau se faire scrupule d'employer les mots pour le dire, elle ne pouvait que sentir que sa mère était une personne partiale, aveuglée, une traînarde, une négligente, qui laissait faire ses enfants, et que cette maison était la scène de sa mauvaise administration et des incommodités incessantes qu'elle provoquait, et qui n'avait ni talent, ni conversation, ni affection pour elle-même, pas de curiosité pour apprendre, et aucune inclination pour la société, ce qui aurait pu provoquer en elle de tels sentiments. Fanny était très préoccupée de se rendre utile et de ne pas sembler dominer son milieu, de quelque façon disqualifiée ou impropre par son éducation étrangère, à apporter son aide, à rendre la maison confortable, et pour cela se mit immédiatement à travailler pour Sam, et travaillant de grand matin et tard le soir, avec persévérance et diligence, fit tant que le garçon put s'embarquer enfin avec plus de la moitié de son linge prêt. Elle sentait une vive satisfaction à se rendre utile, mais ne parvenait pas à s'imaginer ce qu'on eût fait sans elle. Tout bruyant et arrogant que fût Sam, elle le regretta plutôt quand il s'en alla, car il était ingénieux, intelligent et heureux d'être employé à faire des commissions en ville. Et quoique dédaignant les remontrances de Suzanne dans la forme où elles étaient données, pourtant très raisonnable en elle-même, avec une vivacité déplacée et impuissante, il commençait à être influencé par les services de Fanny et son aimable persuasion, et elle trouva que le meilleur des 3 cadets s'en était allé avec lui, Tom et Charles n'étant pas encore près de cet âge de compréhension et de raison qui pourrait suggérer l'utilité qu'il y a à se faire des amis et à tâcher de se rendre moins désagréable. Leur sœur désespéra bientôt de faire la moindre impression sur eux. Ils étaient absolument indomptables par un quelconque des moyens qu'elle avait le courage ou le temps d'essayer. Chaque après-midi apportait un retour de leur jeu volage partout dans la maison, et elle apprit bientôt à soupirer à l'approche du demi-jour de congé régulier du samedi après-midi. Betsy, aussi une enfant gâtée, habituée à considérer l'alphabet comme son plus grand ennemi, abandonnée aux servantes selon son bon plaisir, et puis encouragée à venir rapporter tout le mal possible d'elle,
était presque aussi prête à désespérer d'être capable de l'aimer ou de l'aider. Et au sujet du caractère de Suzanne, elle avait raison d'être sceptique. Ses désaccords continuels avec sa mère, ses disputes inconsidérées avec Tom et Charles, sa pétulance avec Betsy, étaient aussi douloureux pour Fanny, quoiqu'elle admît qu'ils étaient souvent provoqués, mais elle craignait que la disposition qui les portait à un tel degré ne pût permettre la moindre tranquillité à ce sujet. Ainsi était la maison qui devait lui faire oublier Mansfield, et lui apprendre à songer à son cousin Edmond avec des sentiments calmes. Au contraire, elle n'allait plus songer qu'à Mansfield, à ses chers habitants, ses habitudes heureuses. Toutes les choses du présent formaient un contraste complet avec le passé. L'élégance, les convenances, la régularité, l'harmonie, et peut-être par-dessus tout la paix et la tranquillité de Mansfield lui étaient rappelées tous les jours. La vie au milieu du bruit incessant était pour une complexion et un tempérament délicats et nerveux comme ceux de Fanny, un mal qu'aucune augmentation d'élégance ou d'harmonie n'aurait pu compenser. C'était la plus grande misère de toutes. À Mansfield, pas de disputes, pas de voix élevées, pas d'éclats soudains, aucune menace de violence n'était jamais entendue. Tout allait dans un ordre régulier et gai. Chacun y avait son importance selon son rang. Les sentiments de tous entraient en ligne de compte. Si jamais la tendresse faisait défaut, les bons sentiments et la bonne éducation la remplaçaient. Et quant aux petites noises causées parfois par tante Noris, elles étaient courtes, c'étaient des vétilles. Elles étaient comme une goutte d'eau dans l'océan, comparées au tumulte incessant de sa résidence actuelle. Ici, tout le monde était bruyant, chaque voix était forte, à l'exception peut-être de celle de sa mère, qui rappelait la douce monotonie de celle de Lady Bertram, mais qui était plus maussade. On criait pour chaque chose dont on avait besoin, et les servantes criaient leurs excuses de la cuisine. Les portes ne faisaient que claquer, l'escalier n'était jamais en repos, rien n'était fait sans bruit. Personne ne restait tranquille et personne ne pouvait attirer l'attention quand il parlait. Dans un parallèle entre les deux maisons, telles qu'elles lui apparurent avant la fin d'une semaine, Fanny était tentée de leur appliquer la célèbre opinion du docteur Johnson sur le mariage et le célibat, et de dire que quoique Mansfield Park pût avoir quelque peine, Portsmouth ne pouvait avoir de plaisir. Chapitre 9. Fanny n'avait que trop raison de ne rien attendre de mademoiselle Crawford, maintenant, à la rapide cadence avec laquelle leur correspondance avait commencé. La prochaine lettre de Marie arriva après un intervalle bien plus long que la précédente, mais elle se trompait en pensant qu'un tel intervalle eût été d'un grand soulagement pour elle. Ici, il y avait un étrange changement d'esprit. Elle était vraiment contente de recevoir la lettre quand celle-ci arriva. Dans son exil présent de la bonne société, et à distance de tout ce qui aurait pu l'intéresser, une lettre de ceux appartenant au cercle où son cœur vivait, écrite avec affection et quelque élégance, était parfaitement acceptable. L'excuse habituelle d'engagement mondain, toujours plus nombreux, était invoquée pour expliquer le retard de la lettre. « Et maintenant que j'ai commencé, continua-t-elle, ma lettre ne vaudra pas la peine d'être lue, car elle n'offrira que peu d'amour à la fin, et 3 ou 4 lignes passionnées de votre plus dévoué au monde H.C., car Henry est à Norfolk. Il dut aller pour affaire à Everingham il y a 10 jours. Peut-être n'était-ce qu'un prétexte invoqué pour pouvoir voyager pendant que vous le faisiez, mais son absence peut facilement expliquer toute négligence de sa sœur à vous écrire, car il n'y a pas eu de « Bien, Marie, quand écrivez-vous à Fanny ?» N'est-il pas temps pour vous d'écrire à Fanny ? Pour m'encourager. Enfin, après plusieurs essais pour nous rencontrer, j'ai vu vos cousins, la chère Julia et la très chère madame Rushworth. Ils me trouvèrent à la maison hier, et nous fûmes contents de nous revoir. Nous parûmes très contents de nous revoir, et je crois que réellement nous l'étions un peu. Nous avions beaucoup à nous dire. Vous dirai-je quel air avait madame Rushworth quand votre nom fut mentionné ?
Je n'ai jamais cru qu'elle eût besoin de savoir se dominer, mais hier, elle a dû faire un effort considérable. En somme, Julia avait la meilleure mine des deux, du moins quand on parla de vous. Il ne fut plus question pour elle de reprendre ses couleurs du moment où je parlais de Fanny, et je parlais d'elle comme une sœur le doit. Mais le jour viendra où madame Rushworth reprendra sa bonne mine. Nous avons des invitations pour sa première partie, le 28. Alors, elle sera dans tout son avantage, car elle ouvrira une des meilleures maisons de Wimpole Street. J'y étais il y a 2 ans, quand elle appartenait à Lady Lascelles. Et je la préfère à presque tout ce que je connais à Londres. Elle sentira alors, pour employer une phrase vulgaire, qu'elle a reçu la valeur d'un penny pour chaque penny. Henry n'aurait pas pu lui procurer les moyens d'avoir une telle maison. J'espère qu'elle s'en souviendra et sera satisfaite, autant qu'elle le peut, en faisant partir la reine d'un palais, quoique le roi pût bien apparaître dans le fond. Et je n'ai aucun désir de la taquiner, et je ne lui imposerai plus jamais votre nom. Elle se calmera petit à petit. De tout ce que j'entends et suppose, les attentions du baron Wildenheim pour Julia continuent. Mais je ne sais pas s'il est fort encouragé. Elle devrait trouver mieux. Un pauvre honorable n'est pas grand-chose, et je ne puis voir aucune inclinaison dans le cas présent, car à part ses rodomontades, le pauvre baron n'a rien. Quelle différence une voyelle peut faire? Si ses revenus étaient seulement égaux à ses déclamations. Votre cousin Edmond se déplace difficilement. Il est retenu sans doute par les devoirs paroissiaux. Il y a peut-être quelques vieilles femmes à convertir à Thornton Lacey. Je ne voudrais pas m'imaginer être négligée pour une jeune femme. Adieu, ma chère et douce Fanny. Ceci est une longue lettre de Londres. Écris-moi une gentille pour réjouir les yeux d'Henry quand il revient, et envoie-moi une description de tous les brillants jeunes capitaines que tu dédaignes pour lui. Il y avait grandement matière à méditation dans cette lettre, et surtout à de la méditation désagréable. Et encore, avec tout le malaise qu'elle apportait, elle la mettait en rapport avec les absents. Elle leur parlait de gens et de choses dont elle n'avait jamais été aussi curieuse que maintenant, et elle aurait été contente d'être certaine de recevoir une pareille lettre chaque semaine. Sa correspondance avec sa tante Bertram était la seule préoccupation d'intérêt majeur. Quant à des gens de la société à Portsmouth qui auraient pu compenser ce qui lui manquait chez elle, il n'y en avait pas dans le cercle des connaissances de son père et de sa mère pour lui donner la moindre satisfaction. Elle ne voyait personne en faveur de qui elle pouvait souhaiter de surmonter sa timidité et sa réserve. Tous les hommes lui parurent grossiers, les femmes toutes impertinentes, tout le monde mal éduqué, et elle rendait aussi peu de satisfaction qu'elle en recevait des vieilles ou nouvelles connaissances qui lui étaient présentées. Les jeunes dames qui l'approchèrent d'abord avec quelque respect, en considération du fait qu'elle venait de la famille d'un baronnet, étaient bientôt offensées par ce qu'elles appelaient des airs. Et comme elle ne jouait pas du piano et ne portait pas de belles pelisses, elle ne pouvait pas, en l'observant mieux, admettre en sa faveur un droit de supériorité. La seule solide consolation que Fanny reçut pour tous les maux de la maison, la première que son jugement put pleinement approuver et qui offrit quelques promesses d'avenir, fut une connaissance plus approfondie de Suzanne et l'espoir de lui pouvoir être utile. Suzanne s'était toujours aimablement comportée avec elle, mais le caractère déterminé de ses manières l'avait étonnée et alarmée, et ce ne fut qu'après 15 jours, au moins, qu'elle commença à comprendre une disposition si totalement différente de la sienne. Suzanne remarquait que beaucoup de choses allaient de travers à la maison, et voulait y remédier. Qu'une fillette de 14 ans, se basant uniquement et sans guide sur la raison, se trompât dans ses méthodes de réforme n'était pas étonnant. Et bientôt Fanny fut plus disposée à admirer la clairvoyance naturelle qui, à un si jeune âge, parvenait à distinguer le bien et le mal avec tant de justesse. Suzanne agissait au nom des mêmes principes, en poursuivant le même système que son propre jugement approuvait,
mais que son tempérament plus doux et plus accommodant l'empêchait d'exprimer. Suzanne essayait de porter de l'aide là où elle n'aurait pu que partir et pleurer. Et que Suzanne fût utile, elle le voyait, que les choses mauvaises comme elles étaient eussent été pires sans son intervention, et que tant sa mère que Betsy étaient revenues de certains excès d'indulgence et de vulgarité très blessants. Dans chaque discussion avec sa mère, Suzanne avait l'avantage de la raison, et jamais elle ne se laissait dévier par les cajoleries de sa mère. L'aveugle tendresse qui autour d'elle produisait toujours du mal, elle ne l'avait jamais connue. Il n'y avait pas de gratitude pour une affection passée ou présente, pour lui faire mieux supporter les excès de celle-ci chez les autres. Tout cela devint peu à peu évident et plaça graduellement Suzanne devant sa sœur comme un objet de compassion mélangé de respect. Que ses façons de faire fussent blâmables, et qu'elles le fussent parfois très fort, ses mesures souvent déplacées et intempestives, et son aspect et son langage très souvent indéfendables, Fanny ne pouvait s'empêcher de le sentir. Mais elle commençait à espérer que ses défauts pourraient être amendés. Suzanne, trouvait-elle, avait les yeux tournés vers elle et désirait qu'elle eût une bonne opinion d'elle. Et toute nouvelle que fût pour Fanny l'autorité, toute nouvelle que fût pour elle l'idée de se croire capable de guider et de conseiller quelqu'un, elle se décida à donner occasionnellement des avis à Suzanne et à essayer à mettre en pratique, pour son édification, des notions plus justes de ce qui était dû à chacun et que sa propre éducation plus favorisée avait fixé en elle. Son influence commença à se manifester par un acte de gentillesse pour Suzanne, qu'elle se décida enfin à faire après beaucoup d'hésitation due à son souci de délicatesse. Dès le début, elle avait remarqué qu'une petite somme d'argent aurait pu, peut-être, rétablir la paix, pour toujours, sur le sujet sensible du canif d'argent, maintenant toujours discuté, et l'argent qu'elle possédait, son oncle lui ayant donné 10 livres au départ, elle pouvait en faire bon usage. Mais elle était si peu habituée à conférer des faveurs, si ce n'est à des gens très pauvres, si peu versée dans l'art d'éloigner les maux, ou dans celui de faire des largesses à ses égaux, et elle avait tellement peur de sembler s'élever elle-même au rang d'une grande dame aux yeux des siens, qu'il lui fallut quelque temps pour déterminer que ce ne serait pas malséant de sa part de donner un tel cadeau. Elle s'y décida enfin. Un canif d'argent fut acheté pour Betsy et reçu avec grand plaisir, sa nouveauté lui donnant tout l'avantage voulu sur l'autre. Suzanne prit pleine possession du sien. Betsy déclarant gracieusement que maintenant qu'elle en avait un bien plus beau elle-même, elle ne voudrait jamais plus l'autre. Et aucun reproche ne sembla avoir été adressé à la mère également, satisfaite. Chose dont Fanny avait presque craint qu'elle fût impossible. L'acte était couronné de succès. Une source de disputes domestiques avait complètement été éliminée, et ce fut le moyen de s'ouvrir le cœur de Suzanne et de lui donner quelque chose de plus à aimer. Suzanne sut prouver qu'elle avait de la délicatesse. Satisfaite qu'elle était d'être la propriétaire d'une chose pour laquelle elle avait lutté pendant 2 ans au moins, elle craignait cependant que sa sœur la blâmât et lui destinât un reproche pour avoir tant lutté jusqu'à rendre cet achat indispensable à la tranquillité dans la maison. Elle avait un caractère ouvert. Elle reconnut ses craintes, se blâma d'avoir fait tant de contestations, et depuis cette heure, Fanny, saisissant la valeur de ses dispositions, et voyant combien elle était portée à rechercher sa bonne opinion et à s'en référer à son jugement, commença à sentir de nouveau les bénédictions de l'affection et à entretenir l'espoir de pouvoir rendre service à un esprit qui avait besoin de tant d'aide et qui la méritait tant. Elle donna des conseils trop bons pour ne pas être suivis une fois bien compris, et donnés si doucement avec tant de circonspection pour ne pas irriter un caractère qui avait ses défauts. Et elle avait la satisfaction d'en observer bien souvent les bons effets.
C'était le maximum pour quelqu'un qui, voyant toute l'obligation et la convenance de la soumission et de la patience, voyait aussi avec une acuité sympathique de sentiment tout ce qui devait heurter continuellement une fille comme Suzanne. Son plus grand étonnement dans la matière devint bientôt non le fait que Suzanne aurait été provoquée à être irrespectueuse et impatiente malgré elle, mais que tant de conscience, tant de bonnes notions eussent été les siennes quand même, et qu'élevée au milieu de la négligence et de l'erreur, elle eût pu se former des notions si claires sur ce qui devait être, elle qui n'avait pas de cousin Edmond pour diriger ses pensées ou fixer ses principes. L'intimité ainsi commencée entre elles fut un avantage matériel pour les deux. En restant assises en haut, elles évitaient en grande partie les dérangements de la maison. Fanny était en paix, et Suzanne apprenait à savoir que ce n'était pas un malheur que d'être tranquillement occupée. Elle n'avait pas de feu, mais cela était une privation familière pour Fanny même, et elle en souffrit moins parce que cela lui rappelait sa chambre de l'Est. C'était le seul point commun. En espace, lumière, mobilier et vue, il n'y avait rien de comparable dans les deux appartements. Et souvent, elle soupirait au souvenir de ses livres et de ses malles, et de tout le confort de là-bas. Graduellement, les jeunes filles en vinrent à passer presque toute la matinée en haut, d'abord en travaillant et causant, mais après quelques jours, le souvenir des livres en question devint si puissant et stimulant que Fanny trouva impossible de ne pas tâcher d'avoir de nouveau des livres. Il n'y en avait pas dans la maison de son père. Mais la richesse est exubérante et audacieuse, et une partie de la science trouva son emploi dans une bibliothèque. Elle devint un souscripteur, étonné d'être tout in propria persona, étonné de suivre en tout ses propres voies, d'être un propriétaire et un censeur de livres, et d'avoir le perfectionnement de quelqu'un en vue. Mais c'était bien ainsi. Suzanne n'avait rien lu, et Fanny avait hâte de lui faire goûter ses propres premiers plaisirs, et de lui inspirer du goût pour les biographies et les poésies dans lesquelles elle-même s'était confiée. Elle espérait, ainsi occupée, enterrer quelques souvenirs de Mansfield qui n'étaient que trop aptes à saisir ses pensées quand ses doigts seuls étaient occupés, et surtout en ce moment-ci, cela l'aiderait à détourner ses idées de suivre Edmond à Londres, où au témoignage de la dernière lettre de sa tante, elle savait qu'il était allé. Elle ne doutait plus de ce qui allait suivre. La vie promise lui pendait au-dessus de la tête. Le coup du facteur sur les portes, dans le voisinage, était le signal de ses terreurs journalières, et si la lecture pouvait bannir cette idée, ne fût-ce que pour une demi-heure, c'était toujours cela de gagné. Chapitre 10. Une semaine s'était écoulée, et Fanny n'avait toujours rien appris au sujet d'Edmond. Il y avait 3 différentes conclusions à tirer de son silence, entre lesquelles sa pensée hésitait. Chacune d'elles étant tenue tour à tour pour la plus probable. Ou bien son départ avait été de nouveau remis, ou il n'avait pas encore eu l'occasion de voir mademoiselle Crawford seule, ou il était trop heureux pour écrire des lettres. Un matin, vers ce temps-là, Fanny, ayant quitté maintenant Mansfield depuis presque 4 semaines, ce qu'elle ne manquait jamais de méditer et de calculer chaque jour, comme elle et Suzanne s'apprêtaient à monter comme d'habitude, elles furent arrêtées par un coup sur la porte d'un visiteur qu'elles comprirent ne plus pouvoir éviter, tant Rebecca s'était précipitée vers la porte, un devoir qui semblait l'emporter chez elle sur tous les autres. C'était la voix d'un gentleman. Ce fut une voix qui fit pâlir Fanny. Monsieur Crawford entra dans la salle. Un bon sens comme le sien agira toujours au moment où l'on compte sur lui, et elle se trouva avoir été capable de le présenter à sa mère et de lui faire se souvenir de son nom comme étant celui d'un ami de William, quoiqu'elle ne se fût jamais crue capable d'abord d'articuler un seul mot en un tel moment. Savoir qu'il n'était connu là que comme l'ami de William lui donnait un certain réconfort. L'ayant toutefois présenté,
et tous s'étant rassis, les terreurs qui l'assaillaient en pensant jusqu'où cette visite pouvait conduire furent tellement accablantes qu'elle se crut sur le point de tomber en syncope. Tandis qu'elle essayait de se tenir en vie, leur visiteur, qui d'abord s'était rapproché d'elle avec une contenance aussi animée que toujours, détourna sagement et gentiment les yeux, et lui donnant le temps de se ressaisir, se consacra entièrement à sa mère, lui parlant, s'occupant d'elle avec le maximum de politesse et de savoir-vivre, et en même temps avec une bienveillance et un intérêt qui rendaient ses manières parfaites. Les manières de Madame Price étaient aussi des meilleures. Animée à la vue d'un tel ami de son fils, et avec le désir de paraître à son avantage devant lui, elle débordait de gratitude, de la gratitude simple et maternelle, qui ne pouvait pas être déplaisante. Monsieur Price était absent, ce qu'elle regrettait beaucoup. Fanny avait juste repris assez ses sens pour sentir qu'elle ne pouvait pas le regretter, car à ces nombreuses autres sources de malaise s'ajoutait la plus terrible, la honte pour la maison où il la trouvait. Elle aurait pu se gronder pour cette faiblesse, mais il n'y avait pas moyen de la faire disparaître ainsi. Elle était honteuse, et l'aurait été pour son père plus que pour tout le reste. Ils parlèrent de William, au sujet duquel Madame Price ne tarissait jamais, et M. Crawford était aussi chaleureux dans ses compliments que son propre cœur pouvait le désirer. Elle sentait qu'elle n'avait jamais vu un homme aussi agréable dans toute sa vie, et fut étonnée d'apprendre qu'aussi important et agréable qu'il fût, il n'était venu à Portsmouth pour ne visiter ni l'amiral commandant le port, ni le commissaire. Il n'était même pas venu avec l'intention de se rendre dans l'île ou de voir les chantiers. Rien de tout ce qu'elle s'était habituée à penser ne l'avait amené à Portsmouth. Il était arrivé tard la nuit précédente, pour un jour ou deux, était logé à la Crown, avait rencontré par hasard un ou deux officiers de marine, de ses connaissances, depuis son arrivée, mais cela n'avait pas été l'objet de son voyage. Lorsqu'il eut fini de donner ses informations, il n'était pas déraisonnable de penser qu'on pouvait déjà regarder Fanny et lui parler, et elle était passablement en état de supporter son regard et d'entendre qu'il avait passé une demi-heure avec sa sœur, la veille du jour où il avait quitté Londres, qu'elle envoyait ses meilleures amitiés, mais qu'elle n'avait pas eu le temps d'écrire, qu'il s'estimait lui-même heureux d'avoir vu Marie, ne fût-ce que pour une demi-heure, ayant à peine séjourné 24 heures à Londres, après son retour du Norfolk, avant de repartir de nouveau, que son cousin Edmond était en ville, avait été en ville, croyait-il, pendant quelques jours, qu'il ne l'avait pas vu lui-même, mais qu'il se portait bien, qu'il avait laissé tout le monde en bonne santé à Mansfield, et dînerait, comme hier, chez les Fraser. Fanny écouta tout calmement, même le dernier détail. Bien plus, c'était un soulagement pour son esprit fatigué d'avoir n'importe quelle certitude. Et les mots « alors maintenant tout est réglé » passèrent sans qu'elle manifestât d'autres signes d'émotion qu'une légère rougeur. Après avoir parlé un peu plus de Mansfield, sujet qui semblait le plus éveiller son attention, Crawford commença à suggérer qu'une promenade matinale serait opportune. C'était une belle matinée et à cette saison de l'année, le temps changeait facilement et le plus sage parti serait pour tous de ne pas remettre cet exercice. Et ces suggestions n'ayant pas d'effet, il fit aussitôt une recommandation positive à Madame Price et à ses filles. Faire leur promenade sans autre délai. Alors ils arrivèrent à un accord. Madame Price, sembla-t-il, ne sortait jamais de la maison, sauf le dimanche. Elle confessait qu'avec sa famille nombreuse, elle pouvait rarement trouver un moment pour se promener. Est-ce qu'elle ne voudrait pas alors persuader ses filles de profiter d'un si beau temps et de lui faire le plaisir de pouvoir les accompagner? Madame Price lui était très obligée et était très accommodante. Ses filles étaient trop enfermées. Portsmouth était un triste endroit, elle ne sortait pas souvent, et elle savait qu'il y avait quelques courses à faire en ville, qu'elle serait très heureuse de faire. Et la conséquence en fut que Fanny,
tout étrange que cela parût, étrange, embarrassant et affligeant, se trouva au bout de 10 minutes en train de se promener dans High Street avec M. Crawford et Suzanne, car ils étaient à peine dans High Street qu'ils rencontrèrent leur père, dont l'apparence n'était guère meilleure le samedi que les autres jours. Il s'arrêta, et aussi peu distingué qu'il fût, Fanny fut obligée de le présenter à M. Crawford. Il ne devait lui rester aucun doute sur la façon dont M. Crawford devait être impressionné. Il devait être honteux et dégoûté en même temps. Il allait bientôt la laisser et cesser d'avoir la moindre inclinaison pour un mariage. Et encore, quoiqu'elle l'eût vu volontiers guérie de son affection pour elle, ceci était une sorte de cure qui serait aussi mauvaise que le mal dont elle se plaignait. Et je crois qu'il y a à peine une jeune dame dans le Royaume-Uni qui ne préférerait pas être frappée par le malheur de se voir recherchée par un homme habile et agréable que de le voir éloigné par la vulgarité de ses proches parents. M. Crawford ne pouvait probablement pas considérer son futur beau-père comme un modèle pour s'habiller, mais, comme Fanny l'avait aussitôt remarqué à son plus grand soulagement, son père était un homme différent, un très différent M. Price, dans la façon de se conduire devant ce très respectable étranger, de celui qu'il était dans sa propre famille à la maison. Ses manières, maintenant, quoique imparfaites, étaient plus que passables. Elles étaient agréables, animées, c'étaient des manières d'homme. Ses expressions étaient celles d'un père affectionné et d'un homme sensible. Ses tons élevés faisaient très bien à ciel ouvert, et il ne fit entendre aucun juron. Tel était l'hommage instinctif qu'il rendait aux bonnes manières de M. Crawford. Et considérez les choses comme vous voulez, les appréhensions immédiates de Fanny furent infiniment calmées. La conclusion des civilités des deux gentlemen fut une offre faite par M. Price de conduire M. Crawford au chantier, et dont M. Crawford, désireux d'accepter comme une faveur ce qui voulait en être une, quoiqu'il ait vu le chantier encore et encore, mais espérant être d'autant plus longtemps en compagnie de Fanny, était très disposé et avec reconnaissance à profiter, si les demoiselles Price n'étaient pas trop fatiguées. Et comme il fut de l'une ou de l'autre façon établi, ou déduit, ou du moins décidé, qu'elles n'avaient pas du tout peur, ils iraient tous au chantier. Et si ce n'eût été pour M. Crawford, M. Price s'en fût allé directement là-bas, sans la moindre considération pour les commissions que ses filles avaient à faire dans High Street. Il permit cependant qu'elles aillent dans les boutiques, où elles devaient aller expressément, et cela ne leur prit pas beaucoup de temps, car Fanny pouvait si difficilement supporter qu'on excite l'impatience ou qu'on se fasse attendre, qu'avant que les gentlemen qui étaient restés à la porte eussent pu faire plus qu'entamer une discussion sur les derniers règlements navals ou se mettre d'accord sur le nombre de navires à 3 ponts maintenant sur chantier, leur compagne était prête à partir. Ils devaient se rendre immédiatement au chantier, et la promenade aurait été conduite, dans l'opinion de M. Crawford, d'une singulière façon si M. Price avait pu en régler entièrement le programme, car les deux jeunes filles auraient été laissées en arrière, pour leur emboîter le pas, si elles le pouvaient, tandis qu'il aurait avancé avec son pas rapide. Il fut capable de proposer de temps en temps une amélioration, mais pas autant qu'il l'aurait désiré. Il ne voulait pas du tout les quitter, et à chaque carrefour, ou bien là où il y avait foule, lorsque M. Price criait simplement « Venez, les filles !»« Venez, Fan !»« Venez, Sue !»« Prenez garde !»« Ouvrez l'œil !» il leur offrait son assistance. Une fois bien engagés dans le chantier, il commença à compter sur un hasard heureux, mais ils furent bien vite rejoints par un compagnon de flânerie de M. Price, qui était venu faire son inspection quotidienne pour voir comment les choses allaient, et qui devait se montrer un bien meilleur compagnon que lui-même. Et après un temps, les deux officiers semblaient bien contents d'aller ensemble et de discuter des matières d'un intérêt toujours égal et soutenu, tandis que les jeunes étaient assis sur une pile de bois dans le chantier, ou trouvaient un siège à bord d'un vaisseau dans le dépôt qu'ils étaient allés tous visiter. Fanny avait le plus grand besoin de repos. M. Crawford
n'aurait pas pu la désirer plus fatiguée ni plus disposée à s'asseoir, mais il aurait pu désirer voir partir sa sœur. Une fillette éveillée de l'âge de Suzanne était le pire chaperon au monde, entièrement différent de Lady Bertram, tout yeux et oreilles, et il n'y avait pas moyen d'attaquer le sujet principal devant elle. Il devait se contenter d'être agréable en général et laisser à Suzanne sa part de distraction, avec le plaisir, de temps en temps, d'un regard ou d'un avis pour Fanny, mieux informée et plus consciente. Il avait beaucoup à raconter au sujet du Norfolk. Il y avait séjourné quelque temps et tout y prenait de l'importance avec ses nouveaux projets. Un tel homme ne pouvait venir d'aucune place, d'aucun milieu, sans rapporter quelque chose d'amusant. Ses voyages et ses relations, tout lui servait, et Suzanne était distraite d'une façon tout à fait inaccoutumée pour elle. Pour Fanny, il y avait plus dans ce qu'il rapportait que les incidents des réceptions auxquelles il avait assisté. Pour qu'elle puisse l'approuver, il exposa la raison particulière de son départ pour le Norfolk à cette époque inaccoutumée de l'année. C'était vraiment un voyage d'affaires, en rapport avec le renouvellement d'un bail dont dépendait la prospérité d'une grande et, croyait-il, active famille. Il suspectait son agent de quelque manigance, de vouloir le prévenir contre les plus méritants, et il avait décidé d'aller lui-même et de rechercher d'une façon approfondie les mérites de chacun. Il était allé, avait fait plus de bien même qu'il n'avait prévu, avait été utile au-delà de son premier plan, et pouvait maintenant se féliciter de sentir qu'en accomplissant un devoir, il avait assuré des souvenirs agréables à son esprit. Il avait fait la connaissance personnelle de quelques fermiers qu'il n'avait jamais vus auparavant. Il avait commencé à faire connaissance avec des cottages, dont jusqu'ici l'existence même lui avait été inconnue, quoiqu'ils se trouvassent sur son propre domaine. Ceci s'adressait bien à Fanny. C'était plaisant de l'entendre parler si bien. Ici, il avait agi comme il le devait. Être l'ami du pauvre et de l'opprimé, rien ne pouvait lui être plus agréable, et elle était sur le point de lui donner un regard approbateur quand elle fut intimidée par une ajoute trop audacieuse, dans l'espoir qu'il exprimait d'avoir bientôt un assistant, un ami, un guide, pour chacun des projets qu'il nourrissait pour Everingham, et tout ce qui s'y rapportait. Elle se détourna et souhaita qu'il ne pût dire des choses pareilles. Elle était prête à concéder qu'il pourrait avoir plus de bonnes qualités qu'elle n'avait eu l'habitude de le supposer. Elle commença à sentir la possibilité pour lui de bien finir quand même, mais il était et serait toujours mal assorti avec elle, et il ne devait pas songer à elle. Il remarqua qu'il avait dit assez d'Everingham et qu'il ferait mieux de parler d'autre chose, et revint à parler de Mansfield. Il n'aurait pu mieux choisir. C'était un sujet idéal pour attirer son attention et ses regards presque instantanément. C'était un vrai plaisir pour elle de parler ou d'entendre parler de Mansfield. Maintenant, si longtemps séparée de toute personne qui connaissait l'endroit, elle sentit si bien que c'était la voix d'un ami qui en parlait et ouvrait la voie à ses exclamations enthousiastes pour célébrer sa beauté et son confort, et par son honorable tribut à tous ses habitants, lui permettait de satisfaire son propre cœur dans les plus chauds éloges, en parlant de son oncle comme de quelqu'un d'habile et de bon, et de sa tante comme ayant le plus doux de tous les doux caractères. Il était lui-même très attaché à Mansfield. Il disait ainsi, il espérait y passer une très grosse partie de son temps, et dans le voisinage. Il comptait surtout sur un été et un automne très heureux cette année. Il sentait que cela serait. Il comptait dessus. Un été et automne bien meilleurs que les derniers, tout aussi animés, des dîners mondains, mais dans des circonstances très supérieures. Mansfield, Sofferton, Thornton Lacey, continua-t-il. Quelle société sera réunie dans ces maisons? Et à la Saint-Michel, peut-être, une quatrième pourra y être jointe. Quelques petits pavillons de chasse dans le voisinage de ces lieux si chers.
Quant à une association dans Thornton Lacey, comme Edmond Bertram le proposa un jour avec bonne humeur, j'espère prévoir 2 excellentes et irrésistibles objections à ce plan. Fanny fut doublement réduite au silence, ici. Quoique, quand le moment fut passé, elle put regretter de ne pas s'être forcée à admettre qu'elle avait compris la moitié de son allusion et de ne l'avoir pas encouragée de dire quelque chose de plus de sa sœur et d'Edmond. C'était un sujet dont elle devait apprendre à parler et sa faiblesse, qui le lui faisait éviter, deviendrait bientôt impardonnable. Lorsque M. Price et son ami eurent vu tout ce qu'ils désiraient, les autres étaient prêts à retourner. Et sur le chemin du retour, M. Crawford s'arrangea pour être seul un instant avec Fanny et lui dire qu'elle était l'unique objet de son séjour à Portsmouth, qu'il était venu pour un jour ou 2 rien que pour la voir, et parce qu'il ne pouvait pas supporter plus longtemps une séparation totale. Elle regrettait beaucoup, et cependant malgré cela, et les 2 ou 3 autres choses qu'elle eût préféré ne pas lui entendre dire, elle le trouvait bien mieux depuis qu'elle l'avait vu. Il était plus gentil, plus obligeant et plus attentif aux sentiments des autres qu'il n'avait jamais été à Mansfield. Elle ne l'avait jamais vu aussi agréable, si près d'être agréable. Sa conduite envers son père ne pouvait pas la blesser, et il y avait quelque chose de très aimable et de très naturel dans l'attention qu'il donnait à Suzanne. Il avait décidément fait des progrès. Elle aurait voulu que le lendemain fût loin, qu'il ne fût venu que pour un jour, mais elle n'avait pas été aussi mal qu'elle aurait pu le craindre, et le plaisir de parler de Mansfield était si grand. Avant de se séparer, elle avait à le remercier pour un autre plaisir qui n'était pas négligeable. Son père lui demanda de lui faire l'honneur de venir manger du mouton avec lui. Et Fanny n'eut que le temps d'éprouver un frémissement d'horreur, avant qu'il ne se déclarât empêché par une invitation antérieure. Il avait pris un engagement tant pour le dîner de ce jour que pour celui du lendemain. Il avait rencontré à la Crown quelques connaissances. Il aurait l'honneur cependant de les attendre de nouveau le lendemain matin, etc. Et ainsi ils se quittèrent, Fanny étant fort heureuse d'avoir échappé à un tel désastre. L'avoir vu prendre part à leur dîner et remarquer tous leurs défauts eût été terrible. La cuisine et le service de Rebecca, la façon sans gêne de Betsy de manger à table et de tout disperser en faisant son choix étaient des choses auxquelles Fanny elle-même n'était pas assez habituée pour que le repas ne lui fût pas intolérable. Elle était délicate seulement par sensibilité naturelle, mais lui avait été élevé dans une école de luxe et de plaisir.